La forêt a brûlé jusqu'à la dernière racine. Là où s'élevaient des arbres centenaires, il ne reste qu'un désert noir, une plaine de cendres et de troncs calcinés où plus rien ne bouge, où plus rien ne respire. Le feu a tout emporté. Et pourtant, quelques semaines plus tard, une chose impossible se produit sur ce sol mort. Une muraille verte se dresse, épaisse, drue, couvrant le cimetière de suie d'un seul tenant. Une plante par milliers, là où aucun buisson ne poussait depuis des dizaines d'années. D'où sort-elle? Aucune graine n'a été semée, aucun pied ne survivait aux alentours, et cette armée végétale a jailli d'une terre calcinée comme si elle avait attendu le feu. Voilà l'énigme que ce film va traquer jusqu'au bout. Bonjour à toutes et à tous, ici Augustin Delacroix, dans une nouvelle plongée au cœur du vivant. Aujourd'hui, notre héroïne est une baie que vous croyez connaître par cœur, la framboise. Car derrière cette douceur familière se cache une créature presque immortelle, tapie sous terre pendant des décennies, capable de patienter des vies humaines entières avant de surgir. Vous allez découvrir comment elle est devenue cela. 3 semaines après l'incendie, le sol noir se fissure. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas la pluie, c'est quelque chose qui pousse par en dessous, qui force la croûte de cendre durcie et se hisse vers la lumière. D'abord une pointe rougeâtre, tendre, presque fragile. Puis une autre, à 1 mètre de là. Puis 10, puis 100, puis un tapis entier de jeunes tiges qui percent la suie sur des hectares. En quelques semaines seulement, la plaine calcinée se couvre d'un manteau vivant, dense au point qu'un promeneur ne pourrait plus y avancer. La terre morte s'est remise à respirer, et ce qui respire, c'est la framboise. Ce spectacle déconcerte quiconque le voit pour la première fois. Le feu a détruit les arbres, les mousses, les insectes, les champignons du sol. La chaleur d'un incendie de forêt peut dépasser plusieurs centaines de degrés à la surface. Rien de ceux qui vivaient là ne devrait avoir survécu. Et pourtant, la framboise, elle, non seulement survit, mais prospère mieux qu'ailleurs. Elle est l'une des toutes premières plantes à recoloniser les terres brûlées et les coupes forestières. Là où les autres reculent, elle avance. Là où tout finit, elle commence. Pour comprendre ce prodige, il faut oublier ce que l'on croit savoir de cette plante. Nous l'appelons buisson, arbuste, et nous imaginons un être unique qui vit, vieillit et meurt d'un seul bloc, comme un pommier ou un chêne. C'est une illusion complète. La framboise ne fonctionne pas ainsi. Ce que nous voyons dépasser du sol n'est que la partie visible, éphémère, presque jetable d'un organisme bien plus vaste et bien plus discret. La véritable framboise vit sous nos pieds. Observons de plus près la vie d'une tige. La première année, elle sort de terre, grandit, s'allonge parfois jusqu'à 2, voire 3 mètres de hauteur chez certaines variétés. Elle déploie ses feuilles, engrange l'énergie du soleil, épaissit son bois. Elle ne donne aucun fruit. Elle se contente de prendre des forces et de préparer, tout au fond de ses bourgeons, les fleurs de l'avenir. Puis vient l'hiver, et la tige tient bon. La deuxième année, elle refleurit, se couvre de fleurs blanches, offre sa récolte de baies rouges. Et une fois ce travail accompli, une fois les graines dispersées, elle meurt. La tige entière se dessèche, brunit, se casse. Elle a vécu 2 étés, pas un de plus. Voilà l'énigme qui saisit tout observateur attentif. Si chaque tige meurt au bout de 2 ans, comment un massif de framboisiers peut-il persister au même endroit pendant des décennies, se renforcer, s'étendre, résister aux hivers et même aux incendies? Comment une plante, dont la partie aérienne est aussi périssable, peut-elle se comporter comme un être presque éternel? La réponse ne se trouve pas dans les tiges, elle se cache dessous. Car sous la surface, invisible et silencieux, s'étend le véritable héros de cette histoire, le système racinaire. Lui ne meurt pas avec les tiges. Il peut vivre pendant des dizaines d'années, patiemment, année après année. Et chaque fois qu'une tige achève son cycle de 2 ans et rend l'âme, la racine, imperturbable, pousse aussitôt de nouvelles pointes vers la lumière. Le framboisier n'est donc pas vraiment un buisson. C'est un seul organisme souterrain de longue vie qui projette au dehors, saison après saison, de nouveaux bras qu'il laisse mourir sans regret.
Ce que nous cueillons chaque été, ce sont les doigts éphémères d'une main enterrée, qui, elle, ne cesse presque jamais de vivre. Cette architecture explique déjà bien des choses. Elle explique pourquoi un massif de framboisiers semble se déplacer lentement à travers un jardin, abandonnant la vieille place pour en conquérir une neuve, comme un être vivant qui rampe au ralenti. Ce n'est pas un caprice, ni une volonté. C'est la conséquence directe de cette double vie. Les tiges naissent et meurent en surface, tandis que la racine s'étire toujours plus loin en dessous, envoyant ses rejets là où le sol est le plus riche et la lumière la plus généreuse. Ce que l'œil perçoit comme un buisson immobile est en réalité une créature en marche, dont chaque pas prend une saison entière. Rien de tout cela ne suppose la moindre intention. La framboise ne décide rien, ne planifie rien. Tout se joue par la chimie, les hormones végétales, la pression des sèves et les réserves accumulées dans les racines pendant les bonnes années. Quand une tige meurt, les substances qui freinaient l'éveil des bourgeons souterrains cessent d'agir, et de nouveaux rejets se libèrent. C'est une mécanique du vivant, aveugle et implacable, mais son résultat ressemble à s'y méprendre à de l'obstination. La framboise ne renonce jamais, parce qu'elle n'a, à proprement parler, rien à quoi renoncer. Elle est déjà en partie invulnérable, protégée sous la terre. C'est précisément là que se noue le mystère du champ de cendres. Lorsqu'un incendie ravage une forêt, il carbonise tout ce qui dépasse. Les tiges des framboisiers présents sur place flambent comme le reste. Mais la chaleur, si terrible en surface, s'atténue extraordinairement vite dès qu'elle pénètre dans la terre. Quelques centimètres de sol suffisent à isoler les racines. Sous la couche brûlée, l'organisme souterrain, lui, demeure intact, à peine tiédi, prêt à repartir. Et à peine le feu éteint, à peine la fumée dissipée, ces racines rescapées lancent leurs assauts vers le ciel. Ce qui, vu d'en haut, ressemble à une résurrection miraculeuse n'est que la partie enterrée d'une créature qui n'était jamais vraiment morte. Mais attention, cette explication, aussi belle soit-elle, ne suffit pas à résoudre l'énigme du film. Car ces racines rescapées ne peuvent renaître que là où un framboisier vivait déjà. Or, sur les grandes plaines calcinées, la framboise surgit souvent là où aucun pied n'avait poussé depuis des générations, là où nulle racine ne dormait sous la terre. Le survivant souterrain n'est donc que la moitié de la réponse. L'autre moitié attendait ailleurs, plus bas encore, plus vieille encore, cachée dans le sol bien avant que la première flamme ne s'allume. Et son âge ne se compte pas en années, il se compte en décennies. Un botaniste pose côte à côte, sur une table blanche, deux fleurs. À gauche, une fleur d'églantier, la rose sauvage des haies. À droite, une fleur de framboisier. Il demande à un profane de dire laquelle appartient à quelle plante. L'homme hésite, se penche, et finit par se tromper. Car les deux fleurs sont bâties sur le même plan, 5 pétales déployés en étoiles, une couronne d'étamines dorées, un cœur bombé au centre. La framboise, cette baie que l'on cueille sans y penser au bord des chemins, porte dans sa fleur la signature exacte de la rose. Ce n'est pas une ressemblance de hasard, c'est un aveu de parenté. Car la framboise appartient à la grande famille des rosacées, la famille de la rose. Et cette parenté ne s'arrête pas à la seule églantine. En regardant l'arbre généalogique de cette petite baie, on croise des voisins que l'on n'imaginait jamais réunis. Le pommier, le cerisier, le fraisier, le pêcher, l'abricotier, l'amandier, le prunier. Tous cousins. La prochaine fois que vous croquerez une pomme, que vous savourerez une cerise ou que vous respirerez une rose au jardin, souvenez-vous que la framboise se tient, quelque part, dans la même vaste tribu. Un seul coup d'œil à sa fleur à 5 pétales trahit cette ascendance florale, comme un blason que la plante n'a jamais cessé de porter. Cette famille est l'une des plus anciennes et des plus prospères du monde végétal. Elle a conquis presque tous les climats de l'hémisphère nord, des vergers tempérés aux forêts froides. Et parmi tous ses membres, la framboise occupe une place singulière. Elle est à la fois sauvage et domestique, cultivée dans nos jardins et libre dans nos bois, capable de vivre sans nous depuis bien plus longtemps qu'avec nous. Pour mesurer cette ancienneté, il faut remonter loin, très loin. Remontons donc au temps où l'homme ne savait ni écrire, ni cultiver la terre, ni bâtir de villes.
Sur les campements des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, les archéologues retrouvent, mêlés aux cendres des foyers et aux os des repas, de minuscules graines de framboises sauvages. Elles ont des dizaines de milliers d'années. Bien avant l'invention de l'agriculture, bien avant les premiers champs de blé, nos ancêtres ramassaient déjà la framboise à pleine main. Elle poussait partout à travers l'Eurasie, des îles britanniques jusqu'à l'Extrême-Orient, offrant une nourriture sûre, sucrée, immédiatement comestible. Il n'y avait rien à semer, rien à attendre, rien à craindre. Il suffisait de tendre le bras. La framboise fut ainsi l'une des toutes premières baies du régime humain, une compagne de route de notre espèce depuis ses origines. Elle nous a nourris à l'époque des mammouths, elle nous accompagne encore aujourd'hui sur nos tables. Peu de plantes peuvent se targuer d'une fidélité aussi longue, et pourtant, malgré cette intimité ancestrale, l'homme mit un temps étonnamment long à la cultiver véritablement, c'est-à-dire à choisir les plus beaux plants, à les rapprocher, à les soigner. Pendant des millénaires, on se contenta de cueillir ce que la nature offrait. Les premières mentions écrites de la framboise comme plante remarquable nous viennent de l'Antiquité. Au 1er siècle de notre ère, l'écrivain romain Pline l'Ancien a décrit cette baie et l'a rattachée à une montagne précise, le mont Ida. C'est de là que vient son nom savant, et c'est là que se cache l'une des plus jolies énigmes de son histoire. Car pour les anciens Grecs, la meilleure framboise sauvage du monde poussait sur les pentes de cette montagne, et ils ne pouvaient concevoir un tel présent sans y mêler leur dieu. Une question demeure pourtant, restée sans réponse depuis l'Antiquité. Pourquoi raconte-t-on que la framboise, à l'origine, était blanche, et qu'elle serait devenue rouge sur les hauteurs de cette montagne sacrée? Que cachait cette légende d'une baie qui change de couleur? Nous y reviendrons, car ce détail n'est pas qu'une histoire poétique. Le mont Ida, selon la mythologie, fut le berceau secret du roi des dieux. On raconte que le petit Zeus y fut caché et nourri, à l'abri de son père qui dévorait ses enfants. Et parmi les êtres qui veillèrent sur l'enfant divin, la légende place une nymphe du nom d'Ida. C'est en cueillant des framboises blanches pour apaiser les pleurs du nourrisson qu'elle se serait blessée à un buisson d'épines. Une goutte de son sang serait tombée sur les baies pâles, et depuis ce jour, raconte une légende née bien plus tard, la framboise porte à jamais cette teinte de sang, ce rouge profond hérité d'une déesse. Ainsi, le nom d'une montagne et le souvenir d'une blessure divine se sont-ils gravés pour toujours dans l'identité de la plante. Il y a là bien plus qu'un conte. Cette légende révèle à quel point la framboise comptait pour les peuples anciens. On ne bâtit pas de mythe autour d'une plante insignifiante. Si les Grecs ont relié cette baie à leur dieu suprême, c'est qu'elle occupait une place réelle dans leur vie, leur cuisine, leur médecine. Et le mont Ida n'était pas un choix arbitraire. Les framboisiers y prospéraient sans doute réellement, sur ces reliefs frais et lumineux, qui offrent à la plante exactement ce qu'elle aime. Car la framboise sauvage a des exigences précises, héritées de son évolution. Elle recherche la lumière et fuit l'ombre trop dense. Elle prospère dans les zones fraîches, les lisières, les clairières, les terrains bousculés par les éboulements ou les tempêtes. Ce goût pour les milieux perturbés, pour les endroits où la forêt s'ouvre et se réinvente, n'est pas un caprice de jardin. C'est un trait profond, ancien, façonné sur des temps immenses. Il explique pourquoi la plante s'est répandue si largement à travers tout l'hémisphère nord, colonisant chaque brèche, chaque trouée, chaque terre remuée. Là où la nature se blesse, la framboise s'installe. Cette longue histoire, de la préhistoire aux dieux grecs, dessine le portrait d'une survivante. Une plante qui a traversé les âges glaciaires, accompagné les migrations humaines, prospéré des Balkans aux forêts sibériennes, sans jamais dépendre entièrement de nous. La framboise ne nous a pas attendus pour vivre, et elle ne nous attendrait pas pour continuer. Elle appartient à cette poignée d'espèces qui furent des cadeaux du monde sauvage avant de devenir des cultures. Son ancienneté n'est pas un simple détail d'archives, c'est la clé de sa robustesse, de sa capacité à renaître, de cette obstination souterraine que nous avons entrevue sur les terres brûlées. Mais cette fleur si ancienne, cette fleur à 5 pétales héritée de la rose, dissimule un paradoxe que les anciens Grecs n'ont jamais soupçonné. Elle est superbement construite, riche en étamines, généreuse en nectar, et pourtant elle porte en elle un défaut vertigineux. Livrée à elle-même, sans un secours venu de l'extérieur,
cette fleur parfaite est incapable de mener à bien sa tâche. La baie qu'elle promet se défait, s'effrite, tombe en morceaux entre les doigts. Au cœur de la plus douce des baies se cache une fragilité que rien, dans son apparence, ne laisse deviner. Une main tend le bras vers une framboise mûre, la saisit délicatement, tire, et au lieu de se détacher entière, la baie se désagrège. Elle s'effrite entre les doigts en une poussière de petites billes rouges qui roulent et tombent. Ce n'est pas une baie pourrie, ce n'est pas une baie malade. C'est une baie qui n'a pas tenu, qui s'est écroulée sur elle-même comme un mur mal bâti. Le cueilleur reste perplexe, la paume tachée de jus, tenant dans le creux de sa main les ruines d'un fruit qui aurait dû être parfait. Ce désastre minuscule cache l'un des secrets les plus stupéfiants de toute la plante. Car ce que nous appelons framboise n'est pas une baie, pas au sens où le botaniste l'entend. Une vraie baie, comme le raisin ou la myrtille, est un fruit unique, d'un seul tenant. La framboise, elle, n'est rien de tel. Elle est une assemblée. Prenez une framboise entre le pouce et l'index, observez-la de près, et vous verrez qu'elle est faite de dizaines de minuscules boules serrées les unes contre les autres. Chacune de ces petites billes est un fruit à part entière, un fruit miniature, complet, avec sa propre graine cachée à l'intérieur. Ce que nous portons à la bouche, ce n'est pas une baie, c'est une grappe compacte de plusieurs dizaines de mini-fruits soudés, un peuple entier déguisé en une seule bouchée. Les botanistes ont un nom pour cet assemblage, ils parlent de fruits composés. Et les chiffres donnent le vertige. Une seule framboise réunit couramment entre 60 et 100 de ces petits fruits, parfois davantage. Chacun possède sa pulpe, sa peau, son pépin. Ce que votre langue perçoit comme une texture unique, granuleuse et juteuse, est en vérité une mosaïque de dizaines d'existences séparées, agglutinées en un seul objet rouge. La framboise n'est pas un fruit, c'est une foule. Pour comprendre comment naît cette foule, il faut revenir à la fleur, et là encore la surprise est totale. Nous imaginons une fleur avec un cœur unique, un centre simple. La fleur du framboisier fonctionne à l'opposé. En son centre ne bat pas un cœur, mais une multitude. Là où d'autres fleurs abritent un seul pistil, l'organe femelle qui deviendra le fruit, la framboise en aligne une centaine. Selon les variétés, on en compte de 70 à 125, dressés en spirale serrée sur un même petit dôme. 100 cœurs, ou presque, réunis dans une seule fleur. 100 promesses de fruits. Et c'est là que se noue le drame. Chacun de ces pistils doit être fécondé séparément. Chacun, individuellement, pour se transformer en l'une des petites billes de la framboise finale. Un pistil fécondé donne une bille pulpeuse et gonflée. Un pistil oublié, laissé pour compte, reste sec, dur, minuscule. Il ne participe pas, il ne soutient pas, il ne colle pas à ses voisins. Or, ces dizaines de mini-fruits ne tiennent ensemble que par leur nombre et leur cohésion. Si trop de pistils sont négligés, il manque assez de billes pour former une structure solide. Et la framboise, privée de ses maçons, s'effondre. Voilà pourquoi la baie du cueilleur s'est effritée dans sa paume. Sa fleur, quelques semaines plus tôt, n'avait pas été entièrement fécondée. Une question surgit alors, troublante. Le framboisier est réputé capable de se féconder lui-même. Ses fleurs portent à la fois les organes mâles et les organes femelles, le pollen et les pistils voisinant sur le même dôme. En théorie, la plante devrait donc se suffire à elle-même, sans aucune aide. Alors pourquoi tant de fleurs échouent-elles? Pourquoi tant de baies s'effritent-elles, si la fleur possède déjà tout ce qu'il lui faut? Comment une plante autonome peut-elle rater sa propre récolte? La réponse tient à un détail de géométrie impitoyable. Le pollen se forme sur une couronne d'étamines disposée autour du dôme central. Or, ces étamines, plantées en périphérie, ne peuvent pas atteindre les pistils du centre. Leur pollen retombe naturellement sur les pistils du bord, tout proches, mais laisse à l'abandon ceux du cœur, dressés trop haut et trop loin. La fleur possède bien tout ce qu'il faut, mais ces outils ne parviennent pas jusqu'à leur cible la plus intime. Livrée strictement à elle-même, sans le moindre visiteur, la framboise ne féconde qu'une partie de ses pistils et produit des baies déformées, incomplètes, fragiles. Il faut donc un intermédiaire.
un messager capable de transporter le pollen du bord vers le centre, de le déposer précisément sur ces pistils intérieurs que la fleur ne peut atteindre seule. Ce messager, c'est l'abeille, c'est le bourdon. Ce sont ces insectes qui, en se posant au sommet du dôme, en piétinant le cœur de la fleur pour butiner, brassent le pollen et le poussent jusqu'aux pistils centraux. Un bon pollinisateur grimpe au milieu, foule la colonne de pistils et féconde ainsi les organes les plus reculés. Un mauvais butineur, lui, se contente de tourner sur les pétales pour boire le nectar, sans jamais toucher le centre. Et la baie qui en résulte porte la trace de cette négligence. Une couronne de billes pleines autour d'une pointe sèche et racornie, un fruit inachevé, plus léger d'un tiers. Les études le confirment avec une précision remarquable. Il ne faut parfois que 2 visites prolongées d'une abeille, réparties sur 2 matinées, pour féconder correctement l'ensemble d'une fleur et obtenir une framboise pleine et cohérente. 2 visites pour faire naître une foule de dizaines de mini-fruits soudés. Le sort de la baie se joue en quelques secondes, sous les pattes d'un insecte, dans un balai minuscule et invisible que nous ne remarquons jamais. Le fabuleux édifice de la framboise, ces 100 cœurs assemblés en une seule bouchée, dépend tout entier de la fidélité d'une abeille. Ainsi se résout le mystère de la baie qui s'effrite. Elle ne s'effondre pas par faiblesse, mais par solitude. Il lui a manqué le passeur, l'ouvrier volant qui relie le pollen à ses pistils oubliés. La framboise n'est jamais l'œuvre d'une plante seule. Elle est toujours le fruit d'une alliance, le résultat d'un pacte silencieux entre une fleur et un insecte, scellé chaque printemps sur des millions de dômes minuscules. Sans ce pacte, il n'y a pas de récolte, il n'y a que des ruines rouges dans le creux d'une main. Il reste pourtant un dernier geste à observer, et il change tout. Lorsque la baie est enfin mûre et parfaite, lorsqu'on la détache de la plante, elle ne s'arrache pas comme les autres fruits. Elle se retire d'un petit socle blanc et laisse ce socle derrière elle. Elle s'en va creuse, vide en son cœur, coiffée comme un dé à coudre. Ce vide n'est pas un défaut, c'est une signature, un secret de fabrication qui distingue la framboise de toutes ses semblables, et qui va nous révéler qui, dans cette histoire, est vraiment le maître des lieux, et qui n'est qu'un invité de passage. 2 enfants se disputent au bord d'un chemin forestier. L'un jure qu'il tient une framboise, l'autre affirme que c'est une mûre. Les 2 baies sont noires, brillantes, presque identiques dans la lumière déclinante. Impossible de les distinguer à l'œil. Alors un vieux promeneur s'approche, sourit, et propose une épreuve simple. Il demande à chacun de détacher sa baie et de regarder ce qu'il reste sur la tige. Sous la framboise, un petit cône blanc demeure planté, nu, comme une colonne abandonnée. Sous la mûre, rien. Le cœur est parti avec le fruit. Le vieil homme n'a pas eu besoin de goûter, ni même de bien voir. Un seul geste a tranché le débat. Et ce geste révèle l'un des traits les plus étonnants de notre héroïne. Car la framboise, lorsqu'on la cueille mûre, se retire de son support et le laisse derrière elle. Ce support, ce petit socle conique et blanchâtre, s'appelle le réceptacle. La baie s'en détache proprement et s'en va creuse, vide à l'intérieur, coiffée comme un dé à coudre renversé. La mûre, sa cousine, procède exactement à l'inverse. Son réceptacle reste enfermé à l'intérieur du fruit, qui demeure plein, dense, compact. Voilà pourquoi une framboise est tendre et légère, presque aérienne, tandis qu'une mûre est ferme et lourde. Ce vide central n'est pas une fragilité. C'est une manière d'être au monde, un choix d'architecture que la plante répète des millions de fois chaque été. Ce détail permet de reconnaître la framboise les yeux fermés. Il suffit de sentir sous les doigts la petite cavité, ce creux de dé à coudre, pour savoir sans hésiter à quelle plante on a affaire. Mais l'anatomie de la framboise réserve d'autres signatures, tout aussi révélatrices pour qui sait les lire. Retournez une feuille, par exemple, et la plante se trahit aussitôt. Le dessus de la feuille est d'un vert franc, ordinaire, mais sa face inférieure, elle, est couverte d'un feutrage blanc argenté, comme saupoudré de givre ou de fines coussières lunaires. Cette pâleur soyeuse est le meilleur moyen de distinguer, dans un forêt sauvage, un framboisier d'une ronce à mûre. Un coup de vent qui retourne les feuilles
et tout un massif se met à scintiller de reflets argentés. Cette teinte claire n'est pas un ornement gratuit. Le revers pâle et duveteux aide la feuille à limiter l'évaporation et à mieux supporter la lumière, un avantage précieux pour une plante qui recherche justement les lisières ensoleillées et les clairières exposées. Élevons maintenant le regard vers la tige tout entière. Elle peut monter haut, souvent entre 1,50 m et 2,50 m, et jusqu'à 3 mètres chez certaines variétés vigoureuses. Et sur toute sa longueur, la plante déploie une arme, des épines. De fines pointes acérées hérissent le bois, agrippent les vêtements, griffent les mains du cueilleur imprudent. Quiconque a plongé le bras dans un fourré de framboisiers sauvages connaît cette morsure, ce prix à payer pour atteindre les baies les plus enfouies. La framboise offre son fruit avec générosité, mais elle en garde farouchement l'accès. Cette contradiction intrigue. Voilà une plante qui exhibe des baies rouges et sucrées, éclatantes, faites pour être vues, faites pour être mangées. Et voilà qu'en même temps, elle s'entoure d'une palissade de piquants qui repousse quiconque s'approche. Pourquoi offrir un fruit si visible et le protéger si âprement? Pourquoi appeler et repousser dans un même souffle? Cette énigme n'est pas anodine. Elle touche au cœur de la stratégie de survie de l'espèce, et la réponse se cache dans une distinction que la framboise fait, à sa manière aveugle, entre ce qu'elle veut donner et ce qu'elle veut garder. Ce que la framboise veut donner, c'est sa pulpe, et seulement sa pulpe. La chair sucrée n'est pas un cadeau désintéressé, elle est un appât, une récompense offerte à qui acceptera d'emporter les graines au loin. La baie éclatante attire l'œil des oiseaux et des mammifères, se fait manger, et les minuscules pépins traversent alors le corps de l'animal pour être déposés ailleurs, parfois très loin, prêts à fonder une nouvelle colonie. Le rouge vif est un signal, une enseigne lumineuse qui crie à tout ce qui passe que le fruit est mûr et bon à prendre. Sur ce point, la framboise se montre prodigue, presque tapageuse. Mais ce que la framboise veut garder, ce sont ses tiges, ses feuilles, ses bourgeons, tout l'appareil vivant qui lui coûte tant d'énergie à construire. Contre les herbivores qui broutent sans emporter la moindre graine, qui dévorent la plante elle-même sans rien lui rendre, elle dresse sa muraille d'épines. Les piquants ne défendent pas le fruit, ils défendent le corps de la plante. Ils dissuadent le chevreuil, le lièvre, tout brouteur qui voudrait ronger les tiges tendres. Ainsi, la framboise distingue deux mondes, celui des passeurs, qu'elle attire par la couleur et le sucre, et celui des pillards, qu'elle repousse par la douleur. Donner la pulpe, garder la tige. Toute son anatomie sert cette double logique. Les jardiniers, eux, ont voulu supprimer une partie de ce marché. À force de sélection patiente, ils ont créé des variétés entièrement dépourvues d'épines, aux tiges lisses et inoffensives, pour rendre la cueillette moins douloureuse. D'autres sélections ont poussé la baie dans une toute autre direction. Là où la framboise sauvage reste petite, certaines variétés modernes produisent des fruits énormes, pesant jusqu'à 8, 10, voire 12 grammes pièce. C'est plusieurs fois le poids d'une framboise des bois, une baie de la taille d'une grosse cerise. En jouant sur les épines et sur la taille, l'homme a redessiné la plante selon son confort, effaçant ici une défense, gonflant là une récompense. Mais sous ces retouches humaines, la vieille logique demeure intacte. Que ces tiges soient lisses ou hérissées, que ces baies soient minuscules ou géantes, la framboise poursuit toujours le même projet aveugle. Nourrir des passeurs pour disperser ses graines, protéger son corps pour vivre assez longtemps. Toute cette machinerie, ce dé à coudre creux, cette armée d'épines, ce revers argenté, convergent vers un seul but qui dépasse la baie elle-même. Car la framboise n'a jamais eu l'intention de rester où elle pousse. Sa générosité comme sa cruauté ne sont que les instruments d'une ambition plus vaste. Se répandre, gagner du terrain, conquérir. Et lorsqu'un espace s'ouvre soudain, lorsqu'une forêt se déchire et livre un sol nu à la lumière, cette ambition patiente se déchaîne d'un coup, avec une brutalité que rien, dans la douceur de la baie, ne laisserait soupçonner. Un jardinier plante 3 framboisiers le long de sa clôture, bien alignés, bien espacés. Il s'imagine maîtriser la scène. 2 étés plus tard, il ne reconnaît plus son jardin. La framboise a surgi à 1 mètre de la rangée d'origine, puis à 2 mètres, puis au milieu de l'allée, puis dans le massif de fleurs voisins.
Des pousses jaillissent là où il n'a jamais rien planté, traversant le gazon, contournant les bordures, ressurgissant de l'autre côté d'un muret. Ce qu'il croyait être 3 plants sages est devenu une marée verte qui avance, silencieuse et têtue, à l'assaut de tout l'espace disponible. Le jardinier a voulu cultiver une baie. Il a réveillé une conquérante. Cette poussée n'a rien d'un hasard. Elle vient de ce que nous avons entrevu sous la terre, le système racinaire de longue vie, qui ne se contente pas de survivre, mais s'étend activement en tous sens. De ces racines partent des rejets, de nouvelles tiges qui percent le sol à distance du pied d'origine, parfois à plus d'1 mètre. Chacun de ces rejets est un clone parfait de la plante mère, relié à elle sous la surface, nourri par le même réseau souterrain. La framboise ne se contente pas de faire des graines et d'attendre les oiseaux, elle marche. Elle avance en projetant sans cesse de nouveaux avant-postes, gagnant du terrain saison après saison, sans jamais avoir besoin de fleurir ni d'être fécondée pour se multiplier. Cette multiplication par les racines est une arme redoutable. Elle permet à la framboise de coloniser un espace à une vitesse que peu de plantes ligneuses peuvent égaler. Là où un arbre met des décennies à s'imposer, la framboise couvre un terrain en quelques étés. Et c'est précisément cette capacité qui fait d'elle l'une des toutes premières plantes à s'emparer des terres bouleversées. Les coupes forestières, les clairières ouvertes par une tempête, les talus éventrés, et surtout les terres ravagées par le feu. Là où la forêt se déchire et laisse un sol nu inondé de lumière, la framboise se rue, occupe, recouvre. Elle est une pionnière, une plante des recommencements. Le moteur de cette ruée porte un nom simple, la lumière. La framboise est une plante avide de soleil qui déteste l'ombre. Sous le couvert dense d'une forêt mûre, à l'ombre des grands arbres, elle végète, s'étiole, ne fructifie presque pas. Elle attend, tapie, discrète, sans jamais donner sa pleine mesure. Mais que la canopée s'ouvre, qu'un incendie ou une tempête abatte les géants qui la privaient de lumière, et tout change. Le flot de soleil qui atteint soudain le sol déclenche une explosion de croissance. Les rejets fusent, les tiges s'allongent, le massif se densifie en un temps record. La framboise ne conquiert pas malgré la catastrophe. Elle conquiert grâce à elle. Voilà qui éclaire déjà, en partie, le prodige de la plaine calcinée. Le feu ne détruit pas seulement les arbres, il supprime les concurrents et rouvre l'accès à la lumière. Il rase l'ombre qui bridait la framboise et lui offre d'un seul coup tout l'espace et tout le soleil qu'elle réclamait. Les racines rescapées sous la terre, à peine tiédies par l'incendie, se retrouvent alors dans un monde vidé de rivaux, baigné de clarté, prêts à être pris. Elles n'ont plus qu'à lancer leurs assauts vers le ciel. Ce qui ressemble à une invasion surgit du néant est, pour une part, le réveil triomphal d'un conquérant qui n'attendait qu'une brèche. Mais une question demeure, plus retorse qu'il n'y paraît. Si la framboise est une telle championne de la conquête, une telle machine à s'étendre, pourquoi les jardiniers passent-ils leur temps à la contenir plutôt qu'à la relancer? Pourquoi enfoncent-ils dans le sol des barrières, des plaques de tôle, des lames enterrées à 30 ou 40 cm de profondeur pour empêcher les racines de s'échapper? Pourquoi cette plante si vigoureuse a-t-elle pourtant la réputation de dépérir, de s'affaiblir, de perdre en récolte au fil des années sur un même emplacement? Une conquérante qui s'épuise elle-même. Voilà le paradoxe. La réponse tient dans une faille cachée sous le triomphe. La framboise ne peut pas rester indéfiniment au même endroit. En s'étendant, en occupant le sol année après année, elle l'appauvrit, et surtout, elle l'empoisonne lentement pour elle-même. Le terrain se charge peu à peu des maladies et des parasites qui la ciblent, tandis que ses propres racines libèrent des substances qui finissent par gêner les jeunes pousses. Les jardiniers parlent de sol fatigué. Un massif planté trop longtemps au même emplacement voit ses baies rapetisser, ses tiges faiblir, ses récoltes s'effondrer. C'est pourquoi il ne faut jamais replanter de la framboise là où un vieux massif vient de mourir, mais attendre au moins 4 à 5 ans, et de préférence 6 ou 7, que la terre se régénère. Cette faille éclaire toute la stratégie de la plante. Si la framboise avance sans cesse, si elle projette ses rejets toujours plus loin au lieu de s'entasser sur place, ce n'est pas seulement par soif de lumière.
c'est aussi parce qu'elle a besoin de fuir en permanence le sol qu'elle a elle-même épuisé. Sa mobilité souterraine n'est pas qu'une conquête, c'est une fuite en avant, une nécessité vitale. Elle doit constamment gagner de la terre neuve pour échapper à la terre usée qu'elle laisse derrière elle. La conquérante est aussi une nomade, condamnée à ne jamais s'arrêter sous peine de s'étouffer dans ses propres traces. Ainsi, la framboise résout un dilemme que rencontrent toutes les plantes pionnières. Vivre vite, coloniser fort, puis s'en aller avant que le lieu ne se retourne contre soi. Elle règne sur les commencements, sur les sols fraîchement ouverts, mais elle abandonne peu à peu les terrains vieillissants aux espèces plus lentes et plus durables qui la remplaceront. Sur une terre brûlée, elle sera la première, souveraine et triomphante pendant quelques années. Puis les arbres repousseront, l'ombre reviendra, et la framboise, vaincue par le retour de la forêt, reculera vers la prochaine brèche, la prochaine clairière, le prochain incendie. Elle ne perd pas la partie, elle change de terrain. Reste cependant l'énigme centrale, celle que ni la lumière ni les racines rescapées ne suffisent à dénouer. Car sur bien des plaines calcinées, la framboise se dresse là où aucun massif ne vivait, là où nulle racine ne dormait sous la cendre. Aucun rejet souterrain ne pouvait y surgir puisqu'il n'y avait rien dessous. Et pourtant elle est là, par milliers, jaillie d'une terre qui n'en portait aucune trace. Le conquérant que nous venons de décrire ne peut renaître que de lui-même, et ici, il n'y avait personne à ressusciter. Quelque chose d'autre attendait dans ce sol, quelque chose de bien plus ancien que ses racines, de bien plus patient, et son secret ne se mesure pas en saisons, mais en générations humaines. Un botaniste prélève une motte de terre au fond d'une vieille forêt sombre, un lieu où aucun framboisier n'a poussé de mémoire d'homme, où l'ombre règne depuis des générations. Il rapporte cette terre au laboratoire, l'étale, l'expose à la lumière et à la chaleur, l'arrose. Et quelques semaines plus tard, dans cette poignée de sol venue d'un sous-bois sans la moindre framboise, des plantules pointent. De jeunes framboisiers, par dizaines, surgissent d'une terre qui semblait vierge de toute trace. Ils étaient là depuis le début, invisibles, endormis, attendant un signal. Le sol des forêts n'est pas mort, il est peuplé de dormeuses. Ce que le botaniste vient de réveiller, c'est ce que les scientifiques appellent la banque de graines du sol. Sous nos pieds, dans la couche de terre et de feuilles mortes, dort une réserve invisible de semences, patiemment accumulées au fil des ans. Chaque framboisier qui a un jour fructifié là, ou dont les graines ont été apportées par un oiseau, a versé son tribut à cette banque souterraine. Et ces graines ne germent pas aussitôt. Elles s'enfoncent, s'enfouissent et se taisent. Elles entrent dans un sommeil si profond, si verrouillé, qu'il défie l'imagination. Car les graines de framboise sont réputées pour leur dormance extrême. Elles ne se contentent pas d'attendre le printemps suivant, comme le ferait une graine ordinaire. Elles peuvent patienter des années, des décennies, sans perdre leur pouvoir de germer. Dans la litière des forêts, on estime que ces semences peuvent demeurer viables pendant des dizaines d'années, et selon certaines observations, peut-être jusqu'à 1 siècle ou davantage. 1 siècle. Une graine enfouie du temps de nos arrière-grands-parents pourrait, dans certaines conditions, se réveiller encore aujourd'hui. La framboise ne compte pas le temps comme nous. Là où une vie humaine s'écoule, elle attend, immobile, sans vieillir. Ce sommeil n'est pas un simple assoupissement. C'est un verrou biologique, solide, délibéré. La graine de framboise est enfermée dans une enveloppe dure, épaisse, quasiment imperméable, qui empêche l'eau et l'air d'atteindre l'embryon endormi. Tant que cette coque reste intacte, la vie à l'intérieur ne peut pas s'éveiller, même si le sol est humide, même si la saison est douce. À cette barrière physique s'ajoute une seconde serrure, chimique celle-là, tapie dans les tissus de la graine, qui bloque tout élan de germination. Les botanistes parlent d'une double dormance, un double verrou. Il ne suffit pas de forcer l'un pour libérer la plante, il faut souvent que les deux cèdent. Voilà qui rend le prodige encore plus troublant. Si ces graines sont si bien scellées, si profondément endormies derrière une coque impénétrable, comment se réveille-t-elle un jour? Qu'est-ce qui peut briser un verrou aussi ancien, aussi hermétique, après des décennies de silence? Une graine capable de dormir 1 siècle ne se réveille pas par hasard, ni par simple fantaisie du temps.
il faut une clé. Il faut un événement assez violent, assez précis pour faire sauter la serrure. Et cet événement, la framboise l'a attendu parfois pendant toute une vie humaine. La première clé, la plus douce, vient des animaux. Lorsqu'un oiseau ou un mammifère avale une framboise mûre, il en digère la pulpe, mais pas les minuscules pépins. Ceux-ci traversent son tube digestif, exposé aux sucs et aux acides qui attaquent et amincissent leur enveloppe dure. À la sortie, déposée au loin dans une fiente, la graine se retrouve à la fois transportée et partiellement déverrouillée, sa coque fragilisée juste assez pour laisser passer un jour l'eau et l'air. Le passage dans un ventre animal est ainsi l'un des chemins par lesquels la framboise brise sa propre dormance, tout en s'offrant un voyage vers de nouveaux territoires. Le fruit sucré, encore une fois, se révèle un marché. La pulpe contre le transport et, par surcroît, la levée du verrou. Mais il existe une clé bien plus brutale, et c'est elle qui dénoue enfin l'énigme de la plaine calcinée. Cette clé, c'est le feu. La chaleur intense d'un incendie, cette même chaleur qui carbonise tout en surface, agit sur les graines enfouies comme un choc libérateur. En pénétrant de quelques centimètres dans le sol, atténuée juste assez pour ne pas tuer, elle fissure les coques dures, dilate et rompt les enveloppes imperméables, fait sauter la barrière physique qui verrouillait l'embryon. Ce qui détruit la forêt réveille les dormeuses. Le désastre pour les uns est le signal de réveil pour les autres. Et ce signal ne se déclenche pas au hasard. Il tombe précisément au moment le plus favorable qui soit pour une jeune framboise. Car le feu, en même temps qu'il ouvre les graines, supprime les concurrents et inonde le sol de lumière. La dormance profonde est justement ce qui permet à la graine d'ignorer les fausses occasions, les printemps ordinaires où la forêt reste dense et ombragée, où une jeune pousse n'aurait aucune chance. La framboise ne gaspille pas ses forces à germer sous les grands arbres. Elle attend, verrouillée, le grand bouleversement, l'ouverture soudaine, la catastrophe qui rebat toutes les cartes. Alors, et alors seulement, elle se libère. Sa patience n'est pas de la passivité, c'est une stratégie d'une précision redoutable, calibrée sur les rythmes du feu. Ainsi se résout la moitié manquante du mystère. Sur ces plaines brûlées, où aucun framboisier ne vivait, où nulle racine ne dormait, ce n'étaient pas des racines qui attendaient sous la cendre. C'étaient des graines. Des milliers de graines, semées là il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, par des oiseaux de passage ou des framboisiers disparus depuis longtemps, enfouis et scellés dans le sol, oubliés de tous. Le feu les a réveillées d'un seul coup, toutes ensemble, et de cette banque secrète a jailli la muraille verte. La framboise n'était pas venue après l'incendie, elle était déjà là, endormie, bien avant que la première flamme ne s'allume. Reste une ombre au tableau, un revers que cette victoire dissimule. Car si le feu ouvre les graines, il enclenche aussi un compte à rebours implacable. Une terre brûlée ne reste pas nue longtemps. La lumière qui a réveillé la framboise réveille aussi ses rivaux, et bientôt les arbres reviendront étouffer la clairière sous leur ombre. Les dormeuses libérées n'ont qu'une fenêtre étroite, quelques saisons à peine, pour surgir, grandir, fleurir et reconstituer leur banque secrète avant que le couvert ne se referme. Le feu qui les sauve leur mesure aussi, à la seconde près, un temps compté pour réussir. Une grand-mère, dans une cuisine d'autrefois, verse de l'eau bouillante sur une cuillerée de confiture de framboise et tend le bol fumant à un enfant fiévreux. « Bois, dit-elle, et tu transpireras, et la fièvre tombera. » L'enfant boit, s'endort, et le lendemain la fièvre a reflué. Pendant des siècles, on a rangé ce geste parmi les remèdes de bonne femme, ces croyances tendres que la science moderne devait balayer. Sauf que, cette fois, la science n'a rien balayé du tout. Elle a confirmé la grand-mère. Le thé de framboise fait bel et bien tomber la fièvre, et pour une raison chimique tout à fait réelle. Car la framboise contient une substance naturelle, l'acide salicylique, qui est la proche parente du principe actif de l'un des médicaments les plus célèbres au monde. Ce même composé, retravaillé par les chimistes, est devenu la base de l'aspirine. La framboise renferme donc, à l'état brut et à faible dose,
une cousine du remède que des milliards d'êtres humains avalent contre la douleur et la fièvre. Le thé chaud de framboise possède une action légèrement fébrifuge et sudorifique. Il abaisse doucement la température et favorise la transpiration. Le remède de grand-mère n'était pas une superstition. C'était de la phytothérapie, transmise de bouche à oreille bien avant que les pharmacies n'existent. Mais l'acide salicylique n'est que la porte d'entrée d'une pharmacie beaucoup plus vaste, dissimulée dans cette baie légère. La framboise est étonnamment peu calorique. 100 grammes de fruits ne fournissent qu'une cinquantaine de calories environ. Et dans ce petit volume se concentre une richesse rare. On y trouve de la vitamine C, un antioxydant puissant qui soutient les défenses de l'organisme et participe à la fabrication du collagène, cette protéine qui maintient la peau ferme. On y trouve des vitamines du groupe B, utiles au système nerveux, ainsi que des vitamines K et E. La framboise est aussi l'une des championnes végétales pour sa teneur en manganèse, un minéral essentiel aux os et au métabolisme, et elle apporte du potassium, du magnésium, du fer, du cuivre et du zinc. À cette liste s'ajoute une abondance de fibres, autour de 6 à 7 grammes pour 100 grammes de fruits, une proportion remarquable qui explique pourquoi la framboise favorise une bonne digestion et nourrit la flore intestinale. Et surtout, la baie regorge de ces pigments et composés qui lui donnent sa couleur et la protègent. Les anthocyanes et l'acide éllagique, des antioxydants végétaux parmi les plus étudiés. Ce sont eux qui teintent la framboise de rouge, et ce sont eux aussi que la recherche examine pour leur rôle possible dans la protection des cellules contre le vieillissement et certaines agressions. La couleur de la baie et son intérêt pour la santé ne font qu'un. Le rouge est à la fois un signal et un bouclier chimique. Il convient ici de rester mesuré. La framboise n'est pas un médicament et les vertus qu'on lui prête doivent être regardées avec prudence. Certaines allégations, notamment celles qui présentent tel ou tel extrait de framboise comme un remède miracle pour maigrir, ne reposent à ce jour sur aucune preuve solide chez l'être humain. Les études sérieuses appellent à la nuance et les avis divergent sur bien des points. Ce que l'on peut dire sans exagérer, c'est que la framboise est un aliment sain, riche, agréable et que sa longue réputation de plante bienfaisante n'est pas sans fondement. Le reste demeure un domaine ouvert, où l'enthousiasme ne doit pas devancer la démonstration. Reste alors une curiosité qui intrigue les chimistes autant que les parfumeurs. Fermez les yeux et respirez une framboise mûre. Ce parfum si reconnaissable, à la fois acidulé et poudré, presque floral. D'où vient-il exactement? Une seule molécule emporte l'essentiel, une molécule que l'on a baptisée d'après la baie elle-même. Et cette molécule cache un secret vertigineux. Elle est l'une des substances aromatiques naturelles les plus chères au monde. Comment une odeur aussi commune, échappée de n'importe quel fruit d'été, peut-elle valoir une fortune? La réponse tient à une rareté extrême. Cette molécule odorante, responsable du parfum caractéristique de la framboise, n'existe dans le fruit qu'à l'état de traces infimes. 1 kg entier de framboise n'en contient qu'1 à 4 mg. Autrement dit, pour extraire un seul kilogramme de cette substance pure directement à partir des fruits, il faudrait en presser des centaines de milliers, voire 1 million de kilogrammes. Une telle extraction est économiquement absurde. C'est pourquoi la version naturelle de cet arôme peut atteindre des prix stupéfiants, parfois évalués jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars le kilogramme, la plaçant parmi les composés aromatiques naturels les plus onéreux de toute l'industrie. Le parfum de la framboise, capturé à l'état pur, se négocie littéralement comme de l'or. Face à ce coût, l'industrie a depuis longtemps appris à fabriquer cette molécule par synthèse, à partir de matières premières bon marché, pour parfumer à moindre frais les bonbons, les glaces, les boissons et les cosmétiques. L'arôme de framboise qui embaume tant de produits n'est presque jamais tiré de vraies framboises. Il est reconstitué en usine, identique au nez, pour une fraction du prix. Ainsi, la baie la plus modeste des sous-bois porte-t-elle en elle un trésor si rare que l'homme a préféré l'imiter plutôt que de le récolter. Mais voici le paradoxe le plus troublant de cette histoire d'arôme. Ce parfum précieux, cette signature olfactive que nous trouvons si délicieuse, la framboise ne l'a jamais élaborée pour nous plaire. La séduction dont nous sommes l'objet n'était pas destinée à l'espèce humaine. Cette même molécule, ou ses proches parentes, est émise par certaines fleurs très éloignées de la framboise, à l'autre bout du monde végétal,
dans un but précis et bien peu romantique. Appâter des insectes, les attirer, s'en servir. Le parfum de la framboise est un message, et ce message ne nous était pas adressé. Derrière la douceur de son odeur se cache une stratégie, un jeu d'attraction et de tromperie où la baie, loin d'être une simple offrande, se révèle une joueuse aussi habile que ses innombrables ennemis. Et ces ennemis, précisément, ont façonné la framboise bien plus profondément qu'on ne l'imagine. Un enfant, devant l'étal d'un marché, refuse de croire ce qu'on y montre. Sa mère lui a toujours dit que la framboise était rouge, rouge comme le sang, rouge comme les images des livres. Et pourtant, alignées sous ses yeux, il y a des framboises jaunes comme du miel, des framboises presque noires, d'autres d'un pourpre profond tirant sur le violet. L'enfant hésite, en goûte une dorée et découvre une douceur qu'il n'avait jamais imaginée. Le rouge, croyait-il, était toute l'histoire de la framboise. Il n'en était que la couverture. Derrière la baie familière s'ouvre une palette entière, et chaque couleur cache une chimie et un destin différents. La framboise jaune, souvent appelée framboise dorée, est plus douce et plus tendre que la rouge. Elle contient moins d'acide et presque aucun de ces pigments rouges qui donnent leur teinte au baie classique. Cette pâleur n'est pas qu'une affaire d'esthétique. Parce qu'elle est dépourvue de ces colorants, on la recommande volontiers aux personnes sensibles aux fruits rouges et aux jeunes enfants. Là où le rouge peut poser problème à certains organismes, le jaune passe en douceur. La couleur d'une framboise n'est donc jamais un simple caprice décoratif. Elle est le reflet visible de ce que la baie contient ou de ce qui lui manque. Plus surprenante encore est la framboise noire, venue d'Amérique du Nord, qui ressemble à s'y méprendre à une mûre. Elle en a l'apparence sombre, mais elle se détache de son support en laissant derrière elle le petit socle blanc, trahissant sa vraie nature. C'est bien une framboise, fidèle au dé à coudre creux. Et cette baie discrète cache un record. Elle contient plusieurs fois plus d'anthocyanes, ces antioxydants qui lui donnent sa couleur profonde, que la framboise rouge ordinaire. La brebis galeuse de la famille, celle qui ne ressemble pas aux autres, se révèle la plus riche de toutes. C'est elle que la recherche scrute aujourd'hui avec le plus d'attention, pour son intérêt possible dans la prévention de certains troubles. Il existe aussi une framboise pourpre, née du croisement entre la rouge et la noire, au goût profond et à la teinte intense, qui hérite un peu des deux mondes. Mais la diversité de la framboise ne s'arrête pas aux couleurs. Elle se joue aussi dans le temps, dans le rythme même de la fructification, et cette distinction-là est peut-être la plus importante de toutes pour qui veut comprendre la plante. Car il existe deux grandes manières, pour un framboisier, de donner ses fruits, et elles opposent deux stratégies presque contraires. La framboise ordinaire, dite d'été, suit le cycle patient que nous avons décrit au tout début. La tige pousse la première année, fructifie la seconde, puis meurt. Elle ne donne qu'une seule récolte par an, en plein été, sur le bois de l'année précédente. Il faut donc attendre, ménager les vieilles tiges, les protéger de l'hiver. Mais il existe une autre framboise, dite remontante, qui bouleverse ce calendrier. Celle-là est capable de fructifier dès la première année, sur les pousses de la saison même, et souvent de donner deux récoltes, l'une en été, l'autre en automne, jusqu'au gelé. Une même plante, deux tempéraments. L'une prend son temps, l'autre se hâte. Une question se pose alors, très concrète pour quiconque possède un jardin. Si la framboise remontante donne plus vite et plus souvent, pourquoi tout le monde ne cultive-t-il pas exclusivement celle-là? Pourquoi les framboises d'été, plus lentes et plus exigeantes, occupent-elles encore tant de terrain? La réponse tient à un équilibre subtil entre effort, saveur et robustesse. Et elle explique pourquoi les jardiniers avertis choisissent selon ce qu'ils recherchent vraiment. La framboise remontante offre un avantage décisif de simplicité. On peut, à l'automne, la faucher entièrement au ras du sol. Au printemps, elle repart de zéro et donne à l'automne suivant une récolte propre et saine. Ce geste radical supprime d'un coup une grande partie des soucis. Plus besoin de coucher les tiges, de les couvrir, ni de lutter contre la plupart des parasites et des maladies qui passent l'hiver précisément sur ces vieilles tiges. En rasant tout, on prive ses ennemis de leur abri hivernal. C'est pourquoi on conseille presque toujours la framboise remontante aux débutants. Elle pardonne les erreurs, ne réclame aucune protection l'hiver et donne un fruit dès la première année. Certaines de ces variétés fructifient si tard
qu'elles offrent encore des baies en octobre, voire en novembre, quand tous les autres fruits ont depuis longtemps disparu. La framboise d'été, en retour, garde ses partisans. Ces baies sont souvent réputées pour une saveur particulière et son unique récolte estivale, concentrée et généreuse, assez fidèle. Il n'existe pas de meilleure framboise dans l'absolu. Il existe des choix, selon que l'on cherche la facilité, l'abondance étalée ou le goût d'un été. Et le jardin n'est pas le seul juge, car dans les sous-bois, loin de toute culture, la framboise sauvage rappelle une vérité que l'homme a parfois tendance à oublier. Sa baie, plus petite que celle des variétés de jardin, concentre souvent davantage de vitamines et d'antioxydants que les gros fruits sélectionnés. À trop vouloir grossir la framboise, on a parfois dilué sa richesse. La menue baie des bois, humble et discrète, reste par bien des aspects la plus intense de toutes. Il est enfin un trésor que la plupart des gens jettent sans y penser, la feuille. Le feuillage du framboisier, riche en tanins, en composés aromatiques et en vitamine C, se récolte tout l'été. Séché, ou mieux encore fermenté selon un procédé ancien, il donne une boisson au goût et au parfum si proches de ceux d'un thé noir qu'on peine à les distinguer. Pendant des siècles, on a bu cette infusion de feuilles de framboise comme une boisson fortifiante, un substitut au thé importé et coûteux. Ce que le jardinier prend pour un déchet est en réalité un breuvage précieux, tiré de la même plante que la baie. Toute cette abondance de formes, de couleurs, de rythmes et d'usages n'est pas née du hasard, ni du seul génie des jardiniers. Derrière cette variété se cache une pression constante, invisible, exercée depuis des millénaires par une armée d'assaillants qui n'ont jamais cessé de traquer la framboise. Insectes tapis dans la baie, champignons rongeant les tiges, maladies montant du sol fatigué, la framboise mène à chaque saison une guerre silencieuse dont l'issue décide de sa survie. Et parmi ses ennemis, le plus redoutable n'est pas toujours celui que l'on croit. Un cueilleur ouvre une framboise parfaitement mûre et se fige. Là, au creux du fruit, dans la petite cavité laissée par le réceptacle, un ver blanc se tortille. Un minuscule asticot, à peine plus long qu'un grain de riz, tapit au cœur de la baie la plus appétissante du buisson. Le cueilleur repose le fruit avec dégoût. Ce qu'il vient de découvrir n'est pas un accident isolé. C'est la trace d'une guerre permanente, menée dans l'ombre, saison après saison, contre une plante qui semble pourtant invincible. La framboise a vaincu le feu, colonisé les terres brûlées, traversé les millénaires. Et voilà qu'un ver minuscule s'installe dans sa baie comme chez lui. Ce ver est la larve du principal insecte ennemi de la framboise, un petit coléoptère qui pond dans les fleurs et dont la descendance se développe à l'intérieur même du fruit. Mais il n'est pas seul. Une véritable armée assiège la plante. Une mouche s'attaque aux tiges, y creusant des galeries qui les font flétrir et se courber. Des pucerons sucent la sève des jeunes pousses et transmettent des maladies. De minuscules araignées, à peine visibles, tissent leurs toiles sous les feuilles et les épuisent. Chacun de ces assaillants a sa cible, sa méthode, son moment. Ensemble, ils forment une pression constante que la framboise doit affronter sans répit. Aux insectes s'ajoutent des ennemis encore plus discrets, venus non pas de l'air, mais de l'humidité et du sol, les champignons. Par les étés pluvieux, une pourriture grise peut recouvrir les baies mûres d'un duvet cendré et les réduire en bouillie avant même la cueillette. D'autres maladies fongiques tachent les tiges de plaques sombres ou pourprées, affaiblissent le bois, rongent la vigueur de la plante. Là où l'air circule mal, là où les tiges se pressent trop serrées dans un fourré dense et humide, ces champignons prospèrent. L'ennemi n'a pas toujours de pattes ni d'ailes. Parfois, il n'est qu'une spore invisible, portée par une goutte d'eau. Une énigme se dessine alors, presque paradoxale. Comment une plante aussi robuste, capable de renaître d'un incendie et d'attendre un siècle sous terre, peut-elle se montrer si vulnérable face à un ver minuscule ou à une simple moisissure? Comment la conquérante des terres brûlées peut-elle être mise en échec dans un jardin bien tenu par des ennemis 1000 fois plus petits qu'elle? Il y a là une contradiction qui mérite d'être dénouée, car elle touche à la nature même de la framboise et à sa manière très particulière de résister. La réponse tient à un point faible bien précis, et il se cache dans les tiges. La plupart des parasites et des maladies de la framboise passent l'hiver au même endroit, sur les vieilles tiges, dans leur écorce,
à l'abri de leur repli. C'est là que les larves attendent le printemps, là que les spores se conservent, là que se prépare l'assaut de la saison suivante. Le talon d'Achille de la framboise n'est pas dans ses racines, protégées et quasi immortelles, mais dans cette partie aérienne qu'elle laisse vivre 2 ans. Chaque tige conservée est un refuge offert à l'ennemi, un abri hivernal où l'armée assiégeante se rassemble et se reconstitue. Et c'est ici que ressurgit, éclatante, une vérité que nous avons croisée plus tôt. Souvenez-vous de la framboise remontante, celle que l'on peut faucher entièrement au ras du sol à l'automne. Ce geste radical n'est pas qu'une commodité pour le jardinier pressé, c'est une arme de guerre. En rasant toutes les tiges, on détruit d'un seul coup le refuge hivernal de la plupart des parasites et des champignons. Privés de leur abri, ils ne peuvent plus attendre le printemps. La plante repart d'une terre nettoyée, débarrassée de ses assiégeants, et donne une récolte saine sans qu'il soit besoin de la traiter. Ainsi, la framboise remontante devient-elle la plus propre, la plus facile, précisément parce qu'on la remet à zéro chaque année. Le même feu qui la sauve dans la nature, le jardinier le remplace par la faux. Il existe d'ailleurs bien des façons de défendre la framboise sans recourir aux produits chimiques, et les avis divergent sur les méthodes à privilégier. On peut espacer les plants pour que l'air circule et décourage les champignons. On peut couper et brûler les vieilles tiges où hivernent les ennemis. On peut ramasser les baies gâtées avant qu'elles ne pourrissent sur place, pailler le sol pour perturber les parasites, ou planter à proximité des œillets d'Inde, de l'ail ou de l'oignon, dont l'odeur repousse certains insectes. Aucune de ces méthodes n'est une solution miracle, et chacune a ses partisans et ses limites. La lutte contre les ennemis de la framboise reste un art, fait de patience et d'équilibre, plus que de recettes toutes faites. Il est pourtant un ennemi contre lequel aucune faux ne peut rien, et c'est peut-être le plus insidieux, le sol lui-même. Nous l'avons vu, la framboise finit par épuiser et empoisonner la terre où elle vit trop longtemps, la chargeant de maladies et de substances qui la gênent. C'est pourquoi il ne faut jamais replanter de la framboise là où un vieux massif vient de mourir, mais attendre plusieurs années que la terre se régénère. La plante est ainsi son propre adversaire. À force de rester, elle prépare sa propre ruine. Sa survie dépend de sa capacité à toujours repartir ailleurs, sur une terre neuve et lumineuse, loin du champ de bataille qu'elle a elle-même contaminé. Dans cette longue guerre, l'homme s'est finalement rangé du côté de la framboise, et il l'a fait pour son plus grand profit. Là où le hasard des forêts distribuait la baie, l'homme l'a domestiquée, protégée, multipliée, jusqu'à en faire une richesse. Une petite nation des Balkans en a même tiré un véritable symbole national, une baie qu'on y surnomme l'or rouge, et qui approvisionne en fruits congelés une large part de l'Europe. On raconte, ailleurs, que les premiers vergers de framboisiers étaient si vastes et si touffus que les ours y entraient librement se régaler. De la légende des dieux grecs aux monuments dressés en son honneur, la framboise a conquis l'imaginaire des peuples autant que leur jardin. Mais aucune de ces alliances humaines ne serait suffisante si la plante ne possédait, en dernier recours, une arme absolue. Une capacité que ni le ver, ni la moisissure, ni le sol fatigué, ni même le feu ne peuvent lui ôter. Cette arme, nous l'avons aperçue dès la première minute de ce film, dressée en muraille verte au-dessus d'une plaine de cendres. Le moment est venu de la comprendre tout entière, et de découvrir enfin pourquoi cette créature est, au fond, presque impossible à tuer. Reprenons, une dernière fois, l'image qui a ouvert ce film. La forêt calcinée, la plaine noire, le désert de suie où plus rien ne semblait vivre. Et, quelques semaines plus tard, cette muraille verte impossible, dressée d'un seul tenant sur des hectares, jaillit d'une terre morte comme si elle avait attendu le feu. Nous avions posé ce jour-là une seule question. D'où sortait-elle ? Aucune graine semée, aucun pied survivant alentour, et pourtant une armée végétale surgit du néant. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces et de répondre pleinement. Car cette résurrection n'a rien d'un miracle. Elle est le fruit d'une des stratégies de survie les plus abouties de tout le monde végétal. La première pièce, nous l'avons trouvée sous nos pieds. La framboise n'est pas le buisson que nous croyons voir. Ce qui dépasse du sol n'est qu'une partie éphémère, une tige qui vit 2 ans et meurt.
Le véritable organisme, lui, est souterrain. Un système racinaire de longue vie qui peut persister des décennies, à l'abri de tout. Quand le feu carbonise la surface, la chaleur s'éteint en quelques centimètres de terre, et sous la couche brûlée, la racine demeure intacte, à peine tiédie. À peine la fumée dissipée, elle relance ses assauts vers la lumière. Là où un framboisier vivait déjà, la plante ne renaît pas. Elle continue, simplement, une vie qui n'avait jamais cessé sous la cendre. La deuxième pièce, plus stupéfiante encore, dormait plus bas dans le sol. Là où aucune racine ne subsistait, là où nul framboisier n'avait poussé depuis des générations, attendaient les graines. Des milliers de semences enfouies au fil des ans, versées par des oiseaux de passage ou des plantes disparues depuis longtemps, scellées derrière une double serrure, physique et chimique, capable de tenir des décennies, peut-être un siècle. Ces dormeuses ignoraient les printemps ordinaires, les fausses occasions sous le couvert des grands arbres. Elles attendaient un seul signal, la catastrophe. Et la chaleur du feu, en fissurant leur coque impénétrable, a fait sauter le verrou. D'un seul coup, toutes ensemble, elles se sont réveillées. Voilà la réponse complète à l'énigme. La muraille verte au-dessus de la plaine calcinée n'est pas venue après l'incendie. Elle était déjà là, avant la première flamme, sous deux formes conjuguées. Les racines rescapées de ceux qui vivaient et la banque secrète des graines endormies de ceux qui avaient disparu. Le feu n'a rien apporté. Il a seulement libéré ceux qui patientaient. Il a supprimé les concurrents, inondé le sol de lumière, brisé les coques et offert à la framboise, en une seule fois, tout ce qu'elle réclamait depuis toujours. La conquérante n'a pas surgi du néant. Elle est sortie de sa propre patience. C'est en cela que la framboise mérite le nom de créature presque immortelle. Non parce qu'un individu vivrait éternellement, mais parce que l'espèce a inventé plusieurs manières de ne jamais vraiment mourir. Couper ses tiges, elle repousse des racines. Brûler la plante entière, les racines survivent sous terre. Détruisez jusqu'aux racines, les graines attendent, verrouillées, prêtes à traverser des générations humaines avant de renaître. Chaque niveau de destruction se heurte à un niveau de sauvegarde plus profond. Pour tuer véritablement une framboise, il faudrait anéantir à la fois ses tiges, ses racines et sa banque de graines enfouies depuis des décennies. Autant dire l'impossible. Et cette invincibilité ne relève d'aucune volonté, d'aucun dessein. La framboise ne décide rien, n'espère rien, ne prévoit rien. Tout se joue par la chimie, par les hormones qui éveillent ou endorment les bourgeons, par la dureté d'une coque, par la vitesse d'un rejet vers la lumière. Ce que nous prenons pour de l'obstination n'est que le résultat aveugle d'une évolution façonnée sur des temps immenses, dans un monde de feu, de tempêtes et de forêts qui s'ouvrent et se referment. La framboise est née des perturbations, et elle a fait de la catastrophe son alliée la plus fidèle. Là où d'autres voient une fin, elle a appris, à sa manière muette, à voir un commencement. Il reste à dire un mot de son avenir. La framboise n'est pas une espèce menacée. À l'état sauvage, comme dans nos jardins, elle demeure abondante, robuste, répandue à travers presque tout l'hémisphère nord. Mais son sort n'en est pas moins lié aux grands équilibres du vivant. Sa fructification dépend étroitement des abeilles et des bourdons, ces passeurs, sans lesquels ces baies s'effritent et se défont. Le déclin des pollinisateurs, observé dans de nombreuses régions, la concerne autant que tant d'autres plantes à fruits. Là encore, les avis divergent sur les causes et les remèdes, et il convient de rester mesuré. Ce qui est sûr, c'est que la framboise, si autonome par ses racines et ses graines, reste dépendante, pour son fruit, d'une alliance ancienne avec les insectes. Sa force souterraine ne la dispense pas de ce pacte aérien. Ainsi s'achève le portrait de cette baie que nous croyons connaître par cœur. Nous l'avions prise pour une douceur familière, une gourmandise d'été sans mystère. Nous la quittons transformée. Cousine de la rose, compagne de l'homme depuis la préhistoire, foule de 100 fruits assemblés en une bouchée, dés à coudre creux hérissés d'épines, pionnière des terres brûlées, gardienne d'un trésor odorant plus cher que l'or, et par-dessus tout, créature presque immortelle tapie sous la terre.
Derrière chaque framboise cueillie au bord d'un chemin se cache tout cela, patient, invisible, indestructible. La prochaine fois que vous en porterez une à vos lèvres, vous ne goûterez plus tout à fait la même chose. Merci d'avoir suivi cette plongée jusqu'au bout, à travers les racines, la cendre et le temps. Si ce voyage au cœur du vivant vous a plu, laissez un pouce levé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très bientôt dans un nouveau récit du monde vivant.